Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler sport mécanique, on va faire le débrief du dernier meeting de Formule 3. C'était du côté d'Imola, Imola en Italie avec le Grand Prix d'Émilie-Romagne, c'est en support des courses de Formule 1. Il y avait donc la F3, on va revenir sur ce week-end avec le bilan des Bleus, top flop. Vidéo qui sera un peu moins longue que du côté de la Formule 1, la Formule 1 on a fait 50 minutes, là l'objectif c'est de faire 20. Sur ce week-end de course de la F3 qui a été assez intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser, si vous connaissez des gens qui aiment les sports mécaniques. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé des deux courses de ce meeting, et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, on est plus de 1200 désormais, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Du côté de ce week-end de F3, des courses qui se sont déroulées dans des conditions, enfin qualif course tout le week-end dans des conditions difficiles, bien entendu, avec la pluie qui a été présente, également une piste s'asséchant lors de la feature race, la course 2. Il y aura même beaucoup de choses à dire là-dessus, beaucoup de safety cars. De toute façon, ce week-end, je sais plus, je crois que c'est 200 tours qu'a fait la safety car, parce qu'entre les tours où on travaille sur la voiture pour améliorer les réglages, voilà, pour s'habituer à la voiture, donc Bernd Malander a fait énormément de tours dans la voiture. C'est-à-dire qu'il manquait de l'essence sur la fin, je pense. Ils ont dû... Parce que là, c'était impressionnant le nombre de tours qu'il a fait, que ce soit en F2, en F3, en F1, avec les safety cars. Des courses dans des conditions compliquées, notamment la course 2, on est parti très... Alors ça, je pense qu'il y aurait vraiment une réflexion à avoir sur la manière dont on fait les meetings de Formule 1, notamment pour la F2 et la F3. La F2, notamment la deuxième course qui se déroule, enfin la première course pardon de F2 qui se déroule après les qualifications, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui la regardent. Et la F3, la course à 8h40, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent la deuxième course de F3 à 8h40 un dimanche matin. Et en plus, ça fait quelque chose de pas top. En F2, en F3, on n'a pas le changement de pneus rapide, on n'a pas le changement de roue au pistolet, on n'a que des visseuses. C'est-à-dire que pour faire un arrêt au stand, c'est très compliqué. Et les mecs, en plus, sont pas habitués à faire des arrêts au stand en F3. Et le problème, c'est qu'on fait partir une course à 8h40 alors que la piste est humide. Donc on sait qu'elle va sécher la piste. Ce qui fait un sacré bordel dans les stands. Et je trouve qu'on a pris pas mal de risques sur cette course de F3 alors qu'on aurait pu peut-être décaler l'horaire. Mais il faudrait vraiment avoir une réflexion parce que faire démarrer des courses à 8h30, 8h40, je pense que c'est pas l'idéal pour mettre en avant ces jeunes talents. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt décaler le week-end un petit peu de F3, faire commencer les essais le jeudi, c'est-à-dire faire des essais le jeudi après-midi, ça pourrait être jouable aussi, les équipes sont déjà sur place le jeudi, donc pendant qu'il y a d'un côté les interviews des managers, des pilotes, on pourrait faire partir les courses de F3 peut-être, ou au moins les qualifications de la F3, et ce qui permettrait de faire une première course le vendredi, et la deuxième course le samedi. Voilà, je pense qu'il y aurait des solutions à apporter à ce week-end de F3, parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas beaucoup de visibilité, alors que c'est quand même, ce sont quand même des bons pilotes. Sur ce week-end de F3 également, on n'a toujours pas de hiérarchie, c'est-à-dire qu'on a un Français qui est leader du championnat, sauf que c'est pas forcément le Français qui a été le plus performant ce week-end. Et la hiérarchie, elle est encore très floue entre les différents pilotes. Donc j'espère qu'on va commencer à avoir des éléments se décanter, parce que pour le moment, c'est compliqué de savoir qui est performant et qui ne l'est pas. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Victor Martins, Français en tête du championnat du monde. Victor, week-end mitigé pour Victor, avec un tête à queue qui lui coûte cher quand même en course 2. C'est pour ça que je dis mitigé, parce que s'il fait pas le tête à queue, il s'en sort beaucoup mieux dans la deuxième course. Il finit 9e, il finit quand même dans les points, mais il aurait pu mieux s'en sortir. Sur la course sprint, ça marche plutôt bien. Il prend la deuxième place grâce à un très bon rythme en fin de course pour Victor Martins. Sur la course longue, ça a été un peu plus difficile.
Voilà, le tête à queue lui coûte très cher. Il fait un tête à queue au départ, il était 7e, je crois, ou 6e au moment où il fait son tête à queue. Et bien entendu, il perd 12, 13 positions à ce moment-là. Bon. Mais en termes de rythme, c'est pas mal ce que propose Victor. Il faut être régulier en F3. C'est vraiment obligatoire. Et puis, il fait partie des pilotes qui doivent jouer le titre, hein. Avec Arthur Leclerc, avec Stanek, avec Colapinto également. C'est des pilotes qui peuvent pas ne pas jouer, ne pas être dans le top 4, top 5 du championnat. Et même en étant 4-5 du championnat, tu te retrouves un petit peu en difficulté. Il se retrouve en tête du championnat, mais il profite surtout du fait qu'en ce début de saison, beaucoup de pilotes ont perdu des points. Mais vraiment, du côté de Victor, faudra être plus régulier, je pense, en Catalogne. Vraiment, à partir de maintenant, il faut vraiment dérouler au niveau du championnat parce que sinon, ça va être un problème pour la F2 ensuite. C'est-à-dire que tu n'auras pas un bon volant en Formule 2. Et s'il veut un bon volant en Formule 2, va falloir qu'il déroule un petit peu là sur ce championnat, qu'il accélère un petit peu le rythme. C'est dommage vraiment cette course, cette feature race ou cette course 2 où il passe un petit peu à côté avec ce tête à queue qui lui coûte cher. Parce que sinon le rythme en course 1 était vraiment bon. Et en qualif, il fait la 6e place, mais dans des conditions qui étaient difficiles. Et puis il est pas hyper loin, il est à moins d'une seconde de Maloney. Mais c'est vrai que sur un week-end où l'expérience comptait énormément, bah, il a peut-être pas réussi à tirer autant son épingle du jeu qu'il le souhaitait. Et c'est là où, oui, en plus, il fait pas. Alors, je pense qu'ils se sont gourés sur. C'est bien ce que je me disais, il n'est pas 9e de la feature race Victor Martins. C'est une erreur hein, qu'ils ont fait sur mon tableau. Le tableau des scores n'est pas bon. On remarquera, enfin, il n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a une petite erreur sur le tableau des scores parce que il a fait 11e, oui, c'est bien ce que je me disais, il était hors des points sur la course, sur la feature race, soit à part s'il y a eu des disqualifications après coup, et que je ne serais pas au courant, peut-être. Mais techniquement, il finit 11e de la course, derrière Ido Cohen, derrière Vidales. Alors, est-ce que Ido Cohen a été disqualifié? Je ne sais pas. Mais du côté de Victor Martins, c'est un week-end qui aurait pu être meilleur, parce que c'est un week-end qui était favorable aux pilotes expérimentés. Je m'excuse hein, si j'ai pas retenu le classement de Victor Martins, mais j'ai regardé la F3 et la F2 d'affilée, et donc je peux confondre certaines choses, vous le savez assez bien sur la chaîne. Mais Victor Martins, oui, il me semblait bien qu'il n'était pas dans les points en course 2 à cause du tête à queue qui lui fait perdre beaucoup de place. Me semble-t-il pas qu'il était 9e, mais bon, à vérifier. J'ai quand même un doute. On passe à Isaac Adjar. Isaac Adjar, très bon week-end. Pour moi, ça a été le pilote le plus performant ce week-end, le plus régulier. Il a fait vraiment une très très belle course. Oui, parce qu'il le marque même sur Twitter qu'il est hors des points. Je sais pas ce qu'ils ont branlé là sur Wikipédia. J'ai pas vérifié hein, le tableau Wikipédia, mais ils se sont gourés. J'espère que les points sont bons, parce que sinon je vais passer pour un con. J'ai pas vérifié. Donc du côté d'Isaac Adjar, bah, ça s'est très bien passé pour le pilote français, qui lui a été très performant, et lui ses résultats sont bons, il fait bien 5 et 3, ça je m'en souviens bien, pour Isaac Adjar. Je l'ai trouvé très performant en course 1, vraiment ses dépassements sont très offensifs, je trouve qu'il fait vraiment du très très bon travail en course 1. Dommage son dépassement à la Tamburello, mais là aussi je trouve que il est intelligent parce qu'il voit que il a possibilité de prendre la 3e place en course 1. Il tente un dépassement et puis il voit que la porte s'ouvre pas à la Tamburello, c'est-à-dire qu'il voit que le mec à côté ne l'a pas vu. Et donc il décide de traverser par le bac à gravier. Il perd une position à ce moment-là dans le dernier tour. Il passe de 4e place à 5e place. Mais ça montre également l'intelligence du bonhomme. Et puis en course feature race, la course 2, il profite de l'abandon de Grégoire Saucy en fin de course, qui a un contact avec c'est pas O'Sullivan, je ne sais plus là, mais il profite de l'abandon de Grégoire Saucy qui a un contact à Rivazza.
Et puis, lui, ça lui permet de prendre 3 points, enfin les points de la troisième place, pardon, encore. Et pour le moment, pour moi, c'est le pilote le plus performant. C'est vraiment pour moi une découverte, un peu Isaac Hadjar. J'aime bien son style de pilotage. Et puis 31 points, 5e du championnat. On a un championnat qui est très serré, donc c'est vraiment bien pour lui. Il est vraiment dans une situation idéale pour le moment, Isaac Hadjar. Donc c'est vraiment du bon boulot qu'il réalise. Et s'il continue comme ça, il va pouvoir vraiment s'en sortir. Vraiment, c'est vraiment, il fait vraiment du très bon travail. Et en plus, il se prend pas la tête, il est très détendu. C'est un pilote vraiment que je trouve très intéressant dans sa manière de, de faire les courses. Vraiment de travailler ses courses, de travailler ses week-ends. Je trouve qu'il est très intelligent dans sa manière de faire. Donc c'est vraiment un pilote qui, je pense, a beaucoup enfin, est très très prometteur, Isaac Hadjar, et il va falloir le suivre dans cette saison de Formule 3. On passe tout de suite au pilote au top. Du côté des pilotes au top, j'ai vérifié pour le classement de Victor Martins, je vais vérifier en direct. Si, il a bien fini 9e de la course, donc je pense que... alors j'ai du mal à repérer, mais voilà, il y a eu des changements entre mon classement que j'avais de la course et le classement réel. Voilà, il y a eu, je pense, des disqualifications, parce que Vidales est 9e, Ido Cohen 10e. Enfin voilà, il y a eu des petits changements. Ido Cohen a eu une pénalité. Et je pense que c'est pas le seul à avoir pris une pénalité. Peut-être Smoldiar également. Enfin voilà, j'ai des petites différences entre mes différents classements. Peut-être Biermann. Hein. Et c'est Biermann qui a pris une pénalité également sur la course Feature Race. C'est pour ça qu'entre le classement que j'ai d'un côté et de l'autre côté, c'est pas le bon. Bon, pour poursuivre avec la F3, Stanek au top. Pourquoi ? Parce qu'il est très régulier sur ce week-end du course. Stanek, il a vraiment fait les bons résultats. Pour moi, c'est un pilote qui est expérimenté, donc il a profité de ce week-end pour marquer des gros points. Il avait eu un premier week-end de course très compliqué, il avait marqué 0 points du côté de Bahreïn, j'avais mis en flop. Là, il a été très bon et puis il profite du fait aussi au championnat que derrière, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, mais sur la feature race, il est vraiment très 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 solide. C'est-à-dire, c'est celui qui gère le mieux les pneus, qui gère le mieux la situation d'arrêt au stand. Et puis en course 1, il fait également le job, en qualif aussi. Donc il a été très bon pendant tout le week-end, Roman Stanek. Il lance enfin sa saison. C'est important hein, pour un pilote comme Stanek pour se montrer également, pour aller en F2, pour aller dans d'autres catégories. C'est très important. Et il a la vitesse en qualif. Maintenant, il a la vitesse en course. Il a montré qu'il était expérimenté ce week-end. Ce que je trouve n'a pas réussi à faire Victor Martins, il a réussi à le faire. Donc c'est vraiment du bon travail qu'a fait le pilote tchèque. Pour moi en feature race il était au-dessus vraiment, et puis il a très très bien couru, il a très très bien géré sa course. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le pilote tchèque à part bravo, et puis j'espère que ça va continuer pour lui. Encore une fois, il a besoin de marquer des points, Roman Stanek, sur ce championnat. Je continue avec Jack Crawford, l'américain. Pilote soutenu par la filière Red Bull, Jack Crawford. Là aussi, 3e, 2e des deux courses. C'était pas forcément le pilote qui m'a le plus impressionné par son rythme. Alors en course longue, il avait un rythme intéressant. Il progresse bien en fin de course. En course 1, je ne suis pas si impressionné que ça par son rythme, mais il monte quand même sur le podium. Donc ça veut dire qu'il a fait le job derrière Colapinto et Victor Martins. C'est lui qui se fait attaquer, je crois, par Hadjar. Il
Il est chez Prema, donc il est dans une bonne équipe. Et quand Red Bull envoie quelqu'un dans une autre équipe chez Prema, qui est normalement l'antre de Ferrari, c'est que on sait que le pilote a un gros potentiel. Et après, Jack Crawford, il déroule. Il marque des gros points. Il avait déjà marqué les points de la 7e place à Bahreïn. C'est un pilote qui a peu d'expérience, peu d'expérience en F3, mais là, il a montré que c'était du solide. Il doit se montrer, Jack Crawford, parce qu'il est quand même mis sous pression par Isaac Hadjar. Vous avez également en F2 peu de place. Il y a déjà beaucoup de pilotes Red Bull en F2. Il n'y a pas que Liam Lawson. Donc c'est vrai qu'il y a Daruvala aussi, notamment. Donc du côté de Jack Crawford, faut se montrer, parce qu'il faut prendre des places à des mecs qui ont un financement Red Bull pour la F2. Et pour ça, faut être bien classé au championnat. Et c'est l'objectif, mais il est sous pression par Isaac Hadjar. C'est vrai que les deux sont un peu en bagarre parce qu'ils ils ont un âge assez similaire. Ils sont de cette même génération qui veut monter en F2 rapidement. Et c'est vrai que si Isaac Hadjar fait des très bons résultats cette année, forcément il aura un petit avantage sur Jack Crawford. Mais autant je trouve que le rythme d'Isaac Hadjar était bon, autant je trouve que le rythme de Jack Crawford en course n'était pas totalement super, donc il faudra progresser là-dessus. Et puis je termine avec Maini qui finit 5e de la course 2, donc ce qui doit être 4 en réalité. Non, c'est bien 5e, derrière Arthur Leclerc. Maini, c'est intéressant, pilote indien, pilote qui lui aussi est jeune. Alors MP Motorsport a toujours eu des pilotes indiens. C'est quelque chose qu'ils ont toujours eu. C'est un pilote malgré tout qui est quand même pas tout jeune. C'est un peu comme Victor Martin, c'est-à-dire 21 ans. Son frère avait déjà piloté en GP3 et en F2. Et là, ça fait depuis... c'est sa première année en F3 seulement, championnat du monde, mais il a fait... beaucoup d'autres championnats, Il a été notamment en Angleterre, Il a fait un peu le parcours de Novalak avec la F3 britannique, qui je rappelle sont des F4 qui sont un peu plus puissantes. Il a fait 3e et 2e en 2018 et 2020. En 2019, il a tenté l'Eurocup, ça s'était moyennement passé. La F4 italienne, ça s'était pas très bien passé non plus. Donc c'est un pilote qui a une carrière faite de haut et de bas. Mais c'est toujours intéressant parce que les sports mécaniques intéressent pas trop l'Asie du Sud-Est, et avoir des pilotes qui viennent d'Asie du Sud-Est réussir quand même à faire des résultats, c'est intéressant. L'Inde, c'est un gros marché en plus, c'est comme Zhou avec la Chine, mais l'Inde, c'est un gros marché potentiel automobile. Et c'est un marché qui peut être prometteur pour les sports mécaniques aussi. Donc si Maini arrive à faire quelques résultats, ça peut être bien aussi en termes de marketing. À lui maintenant de continuer à performer. C'est vrai qu'en Eurocup, il avait fait un podium lors de la première course, et après il avait été régulier, mais il n'avait pas réussi à faire un top résultat. 11e du championnat de F3 en 2021 en Asie, championnat de F3 asiatique. Il a fait également un petit peu d'endurance. Dans sa carrière en LMP2. Avec l'ARC Bratislava, il avait fait une course, il avait marqué 1 point. Donc voilà, c'est un pilote qui se cherche un peu, je pense. Mais Maini, ça peut être intéressant. Et puis même en endurance, encore une fois, il y a des places à prendre dans le championnat du monde d'endurance. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais mettre Maini, parce que je trouve qu'en course 2, il avait un rythme intéressant, et puis il a été souvent sur la défensive, parce que derrière, il avait des sacrés mecs qui voulaient le dépasser. Donc il a fait vraiment du bon boulot. On passe tout de suite au flop. Caio Collet, premier flop. Pas très bon début de championnat pour Caio Collet. Alors j'ai envie de dire que, à part Victor Martins, quand même, si on prend les pilotes de F3 et de F2, les autres pilotes soutenus par Alpine, c'est pas la folie en termes de résultats. Et Caio Collet, il est dans cette mouvance, seulement 4 points de prix en 4 courses, meeting à Imola catastrophique, beaucoup d'erreurs, erreurs stratégiques déjà en course 2, ça c'est clair et net, il change les pneus trop tard, alors qu'il avait un bon rythme, mais il change les pneus trop tardivement, il rate
la bonne fenêtre. Et puis, course 1, il abandonne sur erreur de pilotage. Donc, ça fait beaucoup pour Caio Collet en ce début de saison. 2 abandons, 3 arrivées hors des points. Pour un pilote qui est de la même génération que Victor Martins, on va dire, enfin de la même génération quand je dis, c'est qu'ils sont arrivés de l'Eurocup en même temps. Ils étaient coéquipiers en Eurocup. Forcément, ils sont en lutte l'un contre l'autre pour la F2. En ce début de saison, Victor Martins a pris quand même un petit avantage sur Caio Collet. C'est pas l'idéal pour Caio Collet, donc il va falloir vraiment trouver des solutions et vite. C'est surprenant parce que autant il est chez MP Motorsport, c'est une bonne équipe, mais là ce week-end ça n'a pas marché pour le pilote brésilien et c'est compliqué parce que le Brésil attend quand même de trouver un successeur, on va dire, à Barrichello, presque, parce que depuis Barrichello, il n'y a pas eu de très bon pilote brésilien. Il y a eu Massa, pardon. Mais c'est vrai que depuis Barrichello, Massa, il n'y a plus personne depuis le départ de Massa. On cherche, mais pour l'instant, c'est vrai que le Brésil, qui est une grande terre de sport mécanique, ne trouve pas la relève. Et je dirais que même en Amérique du Sud, on ne trouve pas la relève. Parce qu'il y a eu Maldonado, par exemple, si on dit un peu plus récent, mais c'est vrai que les pilotes sud-américains, pour le moment, c'est pas top. Alors on a Colapinto, mais il est que 6e du championnat. On a Caio Collet. En F2, c'est encore plus compliqué, je dirais, mais on cherche un nouveau pilote brésilien. Pour le moment, on n'arrive pas à le trouver. Et c'est dommage parce que le Brésil a été une grande terre est une grande terre de sport mécanique. Le championnat de tourisme, par exemple, est très populaire là-haut. Mais en F1, ça fait depuis 15 ans où j'ai l'impression que la F1 a un peu abandonné le Brésil. Et bon, on n'arrive pas à retrouver des nouvelles pépites. C'est aussi le problème. On parle déjà du problème du financement pour les pilotes européens. Des baquets qui coûtent très cher. C'est encore pire pour les pilotes brésiliens parce qu'il faut qu'ils s'expatrient. Forcément, il faut qu'ils aillent en Europe. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un logement, il faut trouver également tout un entourage. Donc ça coûte cher. Plus il faut financer le baquet. Plus le fait que les sponsors brésiliens, je pense qu'ils s'en tapent de financer quelqu'un qui fait de la F3 en Europe. C'est pas quelque chose qui les intéresse. Et comme on n'a toujours pas un championnat américain potable de formation, je dirais, on n'a toujours pas la F3 Amérique, par exemple, qui permettrait d'avoir moins ce problème-là. Et si on avait une F3 Amérique qui allait sur les circuits d'Amérique du Sud, les circuits d'Amérique du Nord, ça serait peut-être plus facile pour les pilotes sud-américains. C'est vrai qu'aujourd'hui, en championnat de monoplace en Amérique du Sud, il n'y a rien. Il y a la F3 en Argentine, enfin la F4 plutôt en Argentine, mais qui ressemble absolument pas à nos F4 à nous, qui sont on dirait presque des formules Ford. Il n'y a rien véritablement de potable. Et c'est ce qui, je pense, pose un problème, parce qu'on voit bien que ces jeunes pilotes-là, ils sont prometteurs, ils arrivent souvent du karting, mais il leur faut de l'entourage, et pour l'instant, ils ne l'ont pas. J'ai mis Maloney, qui nous a fait quand même la bourde du week-end, Maloney, se cracher derrière le safety car alors que tu chauffes tes pneus. À la relance du safety car, il s'est craché, Maloney. Ça fait un peu mauvais genre, quoi. C'est dommage parce que après, on ne sait pas en fin de course sur le sexe ce que ça aurait donné. Mais il était plutôt performant, Maloney. Et puis surtout, hop, je referme ça. Il avait fait des bonnes qualifications en prenant la pole. Donc, c'est-à-dire qu'il prend la pole pour la feature race, mais il ne marque que les points de la 6e place de la course sprint. Donc, c'est pas top pour le pilote des Barbades. Et j'ai l'impression que les feature race, c'est pas trop sa tasse de thé, parce qu'il avait déjà abandonné à Bahreïn sur la course longue. Donc, il va falloir. C'est dommage parce que les courses qu'on appelle les courses longues, c'est là où on marque des points au championnat. C'est là où on marque le maximum de points. Donc, si tu passes à côté de ces courses-là, c'est pas l'idéal. Voilà. Et puis là, surtout, le crash bête, quoi. C'est-à-dire qu'il réaccélère en faisant chauffer ses pneus. Et à Rivazza, à l'entrée de Rivazza, paf, il perd l'arrière.
mais un peu comme une merde, et ensuite il cale, donc il peut pas redémarrer la voiture, enfin il est tanké un peu sur le vibreur, donc c'est fini pour lui. C'est un peu la bourde du week-end. Je termine avec Arthur Leclerc. Alors vous allez me dire, t'es complètement fou, Arthur Leclerc en tête du championnat après 4 courses, à égalité avec Victor Martins. Oui, mais il y a un moment où Arthur Leclerc, j'ai un vrai problème, c'est ses séances de qualification. Et ça, c'est un véritable problème. Alors oui, il est rapide en course, c'est un vrai pilote du dimanche. Ça, c'est clair et net que Arthur Leclerc, c'est un vrai pilote du dimanche. Mais le problème, c'est que ses qualifs sont pas suffisamment bonnes. Voilà. Et moi, aujourd'hui, si je suis manager d'une équipe de F2, je le prends pas, Arthur Leclerc. Parce qu'aujourd'hui, déjà, c'est pas un pilote qui est extrêmement jeune. Deuxièmement, en qualif, il est trop mauvais. Et ça lui a déjà joué des tours quand même sur la course 1, la Imola. Mais de toute manière, en F3, tu peux remonter 10 places facilement. C'est impossible de faire la même chose en Formule 2. Les voitures ont trop d'air, enfin, t'auras trop d'air sale, tu taperas trop dans les pneus. C'est impossible de le faire. Donc Arthur Leclerc, il va falloir vraiment qu'il travaille sur les qualifs. Et on s'aperçoit que les pilotes qui sont moyens en qualification, en F3, ils ne s'améliorent pas en F2. Je pense à Novalak, par exemple, qui n'a pas réussi à progresser significativement en F3 en qualification. En F2, il galère. Et c'est pareil pour d'autres qui étaient mauvais en qualification. Il faut vraiment... Les qualifs, c'est vraiment important en monoplace. Je te dirais qu'en GT, en endurance, les qualifs ont une importance moindre parce que les courses durent 3 heures. En GT, ça dure quand même 1 heure. Ce sont des courses qui sont quand même longues. Tu peux dépasser. C'est des voitures avec lesquelles tu peux dépasser, tu peux aller au contact. En monoplace, partir 19e sur une grille de départ, ce n'est pas possible. Et tu rajoutes à ça en plus le facteur risque de casser la voiture. Pour le moment, il a de la chance, Arthur Leclerc. Mais tu peux pas continuer de cette manière. Il va falloir vraiment qu'il travaille les qualifs. C'est déjà ce qu'on lui demandait l'année dernière. C'est toujours pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je dis très clairement, c'est un flop parce que pour moi, malgré ses bons résultats, je le prends pas en F2. Si je suis Préma, je le prends pas en F2. Parce qu'il n'est pas assez rapide en qualif. Donc il va falloir vraiment qu'il trouve la solution en qualification. On fait un petit bilan des classements généraux. Du côté du classement pilote, Victor Martins est en tête à égalité donc avec Arthur Leclerc avec 36 points, 3 points d'avance sur Stanek, 4 points sur Crawford, 5 sur Isaac Hadjar. Ça c'est on va dire le 5 de tête, le 5 majeur de ce championnat pour le moment. Si on parle en termes de basket. Ensuite, on a Franco Colapinto, Oliver Biermann, Grégoire Saucy, Zach Maloney, Juan Manuel Correa, qui n'était pas présent, et Zach O'Sullivan, qui sont, on va dire, dans un deuxième peloton, dans un deuxième groupe. Et puis après, les pilotes qui, pour le moment, ont raté leur début de saison, Smoliar, Caillou Colette, notamment Johnny Edgar, qui n'était pas présent aussi sur cette course. Je crois remplacé, lui il était remplacé je crois par David Schumacher qui a été présent mais qui n'a pas été très rapide. David Schumacher qui fera du DTM cette année, le fils de Ralph, donc le cousin de Mick. On poursuit avec le classement constructeur, enfin le classement par équipe plutôt. C'est Prema qui est en tête avec 20 points d'avance sur ART, qui n'avait que 2 voitures ce week-end. On retrouve ensuite Trident, Hightech, MP Motorsport, Van Amersfoort Racing qui pour le moment s'en sort très bien, Carlin et Campos qui pour le moment ne marquent des points qu'avec Vidales. Ça ne suffit pas pour s'en sortir au niveau du championnat par équipe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dans un petit mois du côté de la Catalogne, du côté de l'Espagne, avec une course qui sera intéressante. Et puis ensuite, il y aura une petite coupure pour les pilotes entre Catalogne et Silverstone, avant d'avoir un gros été avec Silverstone, Red Bull Ring, Hungaroring, Spa, Zandvoort et Monza pour les pilotes de Formule 3. Allez, ciao ciao sur Amérique Production.